Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, nous allons commencer à peu près à l'heure. Bienvenue pour un nouveau débat point de vue, organisé comme vous le savez maintenant par le Nouvel Observateur, et Dominique Nora, qui est chef du service économique du Nouvel Observateur, co-animera ce débat avec moi. Donc débat organisé par le Nouvel Observateur, Terra Nova, la Bellevilloise qui nous accueille ce soir et Opinionway. Le thème de ce soir est un thème d'actualité avec crise économique. On l'a intitulé Libre-échange, juste échange, protectionnisme, quelle politique pour la gauche. Le libre-échange, c'est l'univers intellectuel dans lequel vit la France et l'Union européenne depuis de nombreuses décennies. Cette politique ou cette ligne politique est régulièrement ébranlée ces dernières années par les délocalisations, par la concurrence sur les salaires, par les difficultés qu'elle pose lorsqu'on veut établir des normes environnementales au sein de l'Union européenne, normes environnementales qui ont le plus souvent un coût, et donc déséquilibrent encore notre compétitivité sur la scène internationale, remis en cause aussi par le sentiment que les règles du jeu international ne sont pas forcément justes. C'est la logique, dans le jargon des diplomates, du level playing field. Nous ne sommes pas sur un terrain de jeu équitable. Alors la Chine manipule ses taux de change, les États-Unis conservent des protections très importantes et également la prévalence du dollar. Et finalement, seule l'Union européenne jouerait le jeu du libre-échange dans un monde qui ne le serait pas et serait le dindon de la farce économique internationale. Pourtant, la crise n'a pas vraiment remis en cause, n'a pas suscité de tensions protectionnistes identifiables sur la scène internationale, même si on commence à le sentir monter, même si le débat actuel sur le yuan, la monnaie chinoise, la bataille actuelle, diplomatique actuelle sur le yuan montre des signes de changement. Voilà ce qu'on débattra ce soir, et pour en débattre, nous avons avec nous la chance d'avoir deux grands intervenants. Emmanuel Todd, tout d'abord, qui est sociologue, démographe à l'INED. On en parlait tout à l'heure, vous avez commencé votre vie intellectuelle sur le rôle des structures familiales dans les déterminants des idéologies politiques et religieuses. Vous travaillez de nouveau aujourd'hui sur ces thèmes, sur une histoire des structures familiales à travers les âges. J'ai fini le tome 1. Et vous avez fini le tome 1. Ce qui nous vaut votre présence aujourd'hui sur le plateau. Mais vous avez beaucoup intervenu dans le débat public, notamment sur les questions d'économie internationale, depuis votre livre de référence, l'opinion économique. Vous avez aussi sévi après l'Empire, sur des questions connexes. Vous marquiez la fin de l'Empire, de la domination économique américaine sur le monde. Vous avez publié récemment Après la démocratie. Et vous militez activement pour vous prononcez fortement pour un protectionnisme aux frontières de l'Europe. Je vous remercie de votre présence parce que vous allez nous faire bénéficier de votre franc-parler qui est bien connu, et puis aussi de votre présence qui s'était fait rare ces derniers mois. Face à vous ou avec vous, on verra Manuel Valls, qui est maire d'Evry, député, candidat aux primaires à gauche, primaires du Parti Socialiste, on verra l'an prochain. Manuel, tu as publié récemment un livre manifeste, Pouvoir, dans lequel tu abordes un peu tous les sujets, notamment les sujets économiques et les sujets internationaux. Tu as publié dans
cette veine récemment une tribune dans Le Monde sur la TVA, proposant une TVA sociale, qui est une forme de réponse à ces débats sur la compétitivité internationale du pays. Je vais vous demander l'un après l'autre de présenter vos positions. Donc d'abord Emmanuel Todd, ensuite... C'est les politiques qui gèrent le système tel qu'il est. Pour l'instant, Emmanuel ne gère pas le système tel qu'il est. C'est vous qui proposez un changement, donc ceux qui oui, proposent le changement... Oui, mais je vais vous dire, c'est un problème rhétorique, c'est comme le football. C'est-à-dire que si on présente d'abord ce qu'on vote, ça permet à l'adversaire de jouer en contre, alors que c'est moi qui joue en contre la gestion actuelle. Je vais présenter tout à fait. C'est juste pour déconner. Voilà, donc on va commencer là-dessus. Juste avant, comme chaque fois, Opinion a fait un petit sondage qu'on va vous présenter sur, et que je découvre avec vous sur le c'est le slide suivant. Voilà. Donc, les deux questions. La première, c'est pour chacun des mots suivants, dites-moi s'il évoque pour vous quelque chose de positif ou de négatif. Comme vous le voyez, le résultat est partagé, mais le libre-échange a une connotation positive à 65%, alors que le protectionnisme est majoritairement rejeté. La deuxième question, êtes-vous tout à fait favorable ou favorable ou opposé à une taxe sociale et environnementale sur les produits fabriqués hors de l'Union européenne? Donc c'était l'idée d'une taxe aux frontières de l'Union européenne. Et comme vous le voyez, l'inverse de la question précédente, on propose une question plus précise sur une taxe aux frontières de l'Europe. Là, on retrouve une position beaucoup plus favorable à 71%. Voilà pour le cadrage de départ. Je passe la parole à Emmanuel pour... Je voudrais quand même ce sondage, moi je l'avais vu avant, ça m'avait été communiqué. Évidemment, le résultat des deux questions est totalement contradictoire. Mon sentiment personnel, pour avoir eu en main d'autres sondages sur le protectionnisme, où il apparaissait que très clairement les gens étaient favorables au protectionnisme, je n'ai pas la référence, mais j'ai cité ce sondage dans Après la démocratie. C'est un sondage qui avait été fait dans le cadre des trucs de prospective du ministère des Finances, confidentiel, que j'ai divulgué. Ça montrait des gens très favorables au protectionnisme. Compte tenu de la contradiction entre les deux questions, je pense que la deuxième, et par contre, le résultat de la deuxième, c'est pas juste biaisé. Obtenir un taux de 73% sur une question en fait compliquée dans sa formulation, c'est énorme. Ce qui est une très bonne introduction, parce que je crois que l'une des particularités de la période qu'on vit dans un pays comme la France, c'est qu'en gros, la population a compris que le protectionnisme était une chose nécessaire, de discuter d'échelle, et le problème, pour moi, c'est beaucoup plus un problème sociopolitique qu'un problème intellectuel, c'est pourquoi est-ce que les gens qui sont censés gérer la société française refusent l'évidence. Donc, moi, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé, je crois, les légions économiques, j'avais publié ça en 98, j'étais remis à l'économie, enfin remis, je m'étais mis à l'économie, parce qu'à Sciences Po, c'est un niveau épouvantable. Je sortais du Parti communiste, c'était normal. Et dans mon esprit, la question était réglée, et ce qui se passe actuellement était programmé. Donc vraiment, et ce qui est frappant dans ces débats sur le libre-échange, sur le protectionnisme, fondamentalement, je dirais, c'est bon, il y a une espèce d'aveuglement des classes supérieures, et puis il y a la lenteur du débat. C'est incroyable, on a l'impression, ça tourne en rond, ça n'avance pas, donc chaque fois qu'il y a une crise, on sent une petite frayeur, on commence à parler un peu de protectionnisme. On est dans un contexte comme ça, mais je pense que ça va durer pour des raisons structurelles, et c'est vraiment un... Donc, quand vous disiez que je militais activement, c'est même plus vrai. Parce qu'au train où ça va, et quel que soit le dépassement de l'âge de la retraite,
je serai totalement cramé intellectuellement quand le débat arrivera à maturité. Donc il est hors de question que je passe ce qui me reste de temps intellectuel à radoter sur le sujet. Hein. C'est pourtant ce qu'on vous demande ce soir. Et c'est bien, je vais faire. Alors, donc, non mais c'est important, la question... Oui, voilà, donc en fait, sur le libre-échange... Faites votre pitch. Non mais je vais vous dire, je vais vous faire le pitch sur la question du libre-échange. Le libre-échange, alors, premier truc, il n'est pas question d'être hostile à l'ouverture des échanges dans certains contextes, ça produit des améliorations, il y a de très bons arguments pour l'ouverture aux échanges, ça permet des économies d'échelle, la spécialisation des pays dans les productions pour lesquelles ils sont les plus doués est une bonne chose. Les choses intéressantes sur le sujet ont été dites par Adam Smith. Ricardo, qui est régulièrement cité pour les énarques, c'est des sophismes. Je dis ça juste pour montrer que je connais le baratin, je veux dire, sur le sujet, et que je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc il y a de bons arguments, et si on pense à l'élargissement des échanges dans l'Europe d'après-guerre, il y a un rapport entre l'ouverture des marchés nationaux à l'intérieur, c'est vrai, des protections économiques européennes, et les gains de productivité, les taux de croissance très élevés d'après-guerre. Donc il n'est pas du tout question... Le problème, ce n'est pas le libre-échange dans certains contextes, à certains moments, c'est l'idéologie libre-échangiste qui tient en 3 phrases, considérée comme valide pour tous les pays, pour tous les temps et pour l'éternité. C'est ça le problème. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe quand on, je veux dire, poursuit dans une politique univoque libre-échangiste pour 1 ou 2 générations en amenant le libre-échange a ses conséquences extrêmes. Ce qu'il s'agit, c'est d'étudier les conséquences du libre-échange en mode extrémiste. Hein, c'est vraiment... je veux dire, c'est ça qu'on dit. Alors, il y a une conséquence du libre-échange que vous allez trouver dans les manuels d'économie internationale, c'est pas très compliqué, en fait, c'est absolument trivial, c'est que dans la mesure où, je vais de nouveau faire savant juste pour moi, c'est résumé par le théorème de Heckscher-Ohlin, ça ne présente aucun intérêt. Hein, voilà, enfin, bien sûr, c'est des vieilleries pour la science économique, mais ça peut se résumer très simplement, et si on a un peu le sentiment et le sens de ce qu'est un marché, et moi je suis favorable à l'économie de marché, ben, si vous ouvrez toutes les frontières, vous créez un marché du travail, ou tendanciellement un marché du travail unifié à l'échelle planétaire, ou plutôt des marchés du travail en fonction des niveaux de qualification, et vous produisez, je dirais, les inégalités s'établissent à l'échelle mondiale, et vous tendez à introduire dans chacune des sociétés le niveau d'inégalité qui existe à l'échelle mondiale. Donc, si vous faites ça, donc vous allez trouver que vous avez des types sur les trottoirs à Bombay, vous en aurez à Paris. Vous avez des mecs super riches dans les pays développés, les riches du tiers-monde seront encore plus riches. Vous aurez une accumulation de richesses inutiles encore supplémentaire là-bas. Donc la montée des inégalités, ça fait partie du libre-échange, c'est dans la théorie. Ce que dit la théorie du libre-échange, c'est que l'amélioration globale produit quand même une amélioration de la richesse globale qu'en théorie, on pourrait redistribuer de façon plus égalitaire. Ça, c'est le discours de gauche. Les gens de droite s'en foutent complètement, il n'y a pas à redistribuer, c'est très bien comme ça. Alors, ce que vous ne trouverez pas, je crois que tout le monde est conscient de ça, tout le monde a compris, hein, la montée qu'il y a, c'est pas follement intéressant. Par contre, ce que vous ne trouverez pas dans les manuels d'économie internationale, et ce qui m'a intéressé, puisque j'ai commencé à faire de l'économie, moi je suis de 51, donc j'ai fait de l'économie dans les générations, à Sciences Po on apprenait l'économie keynésienne, les problèmes de demande globale, et ce qu'on trouve dans les manuels, c'est des choses actuelles, les manuels d'économie internationale, c'est des choses qui ont été écrites par des gens de ma génération, américains plutôt, mais qui ont eu ce genre de formation, qui étaient des keynésiens, et avec une grosse attention à la question de la demande globale. Donc quand je me suis mis à l'économie, j'allais chercher dans les manuels d'économie internationale, j'en suis tapé plusieurs, c'est souvent fastidieux, la question de la demande globale à l'échelle mondiale. Si on vit en économie mondialisée, pourquoi ne pas se poser la question de la demande globale à l'échelle mondiale? Ça va de soi, hein, pas juste la productivité, etc. Évidemment, il n'y a rien, et il n'y a rien parce qu'il y a quelque chose d'inavouable, et ce quelque chose d'inavouable, c'est qu'en fait, le libre-échange ramène le capitalisme à sa vieille contradiction, qui est la contradiction, qui est celle, je dirais, du retard tendanciel de la demande sur les gains de productivité. Donc, si le mieux pour comprendre le truc, c'est de partir des économies
des économies vaguement protégées ou keynésiennes, ou les deux à la fois d'ailleurs, d'après-guerre, hein, l'époque des 30 Glorieuses, de tous les miracles économiques. Bon, on était dans un univers intellectuel où disons, toutes les classes sociales semblaient avoir appris leur leçon, et les gens étaient vaguement conscients de ce que l'augmentation des salaires ouvriers, ou des salaires de tout le monde en réalité, permettait l'absorption des gains de productivité. Et qu'en gros, distribuer des salaires pour l'entreprise, c'était pas psychologiquement juste un coût, c'était aussi une contribution à la formation d'une demande agrégée en augmentation dans l'espace national ou dans l'espace européen d'ailleurs un peu plus tard, et qui permettait, je dirais, le plein emploi, la croissance, dans des conditions normales. Ça n'avait pas toujours été comme ça, mais c'était comme ça. Donc vous passez au libre-échange. Dans un premier temps, vous avez les bénéfices du libre-échange. La grande différence entre les protectionnistes et les libre-échangistes, quand vous rentrez dans les textes, c'est que les libre-échangistes sont des gens très dogmatiques, des espèces de staliniens inversés, qui ne s'intéressent pas au monde concret et qui veulent transformer le monde en fonction d'un a priori. Quand vous regardez les textes des protectionnistes, un type comme Friedrich List, qui est un Allemand, enfin la première moitié du XIXe siècle, vous allez avoir des types d'abord qui sont partisans de l'économie de marché, qui sont très prudents, qui ne veulent pas des droits de douane trop élevés, qui ont horreur de l'autarcie, et qui sont surtout dans un état d'esprit historique d'adaptation aux circonstances. Le protectionnisme, c'est l'antidogmatisme. On admet que les temps changent, on admet que les nations existent, on admet que les Français et les Allemands ne parlent pas la même langue, que les Chinois c'est autre chose. Oui, c'est un monde très concret d'historiens. Alors, on avance dans le libre-échange. Peut-être j'ai l'air trop rodé, non? Une fois, je m'excuse, mais le dernier débat que j'avais fait sur le sujet, c'était pour Le Monde. Il y avait Attali qui est rentré, qui est sorti, et moi j'avais demandé 10 minutes pour faire ce topo. Et c'est là que j'ai décroché, que j'ai arrêté d'en faire. Maintenant j'en reprends, si je ne peux pas reprendre, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais plus un intellectuel, que j'étais un chanteur. Et je me suis dit, mais oui, j'avais été voir Michel Fugain, c'est clair qu'il n'avait pas à réfléchir à son texte, il chantait, c'est un beau roman. Et en fait, sur ce sujet, j'en suis là, c'est effrayant. Donc, voilà. Donc, et ensuite je termine, et puis... Donc, quand on parle de ces... Vous rentrez dans un système de libre-échange, et les entreprises qui, avant, étaient dans la conscience d'un marché intérieur et d'une domination, se mettent très logiquement, très rationnellement et très légitimement à se dire que elles ne produisent plus pour une demande intérieure, mais pour quelque chose d'extérieur, et la vision des salaires distribués, et la réalité d'ailleurs, change. C'est-à-dire que les salaires distribués aux ouvriers ne sont plus de la demande virtuelle pour l'économie, dans une économie nationale où les gens ont conscience, je dirais, d'une interaction, d'une coopération et d'une solidarité, mais le salaire devient un coût pur. Et donc, le chef d'entreprise, très légitimement, je le répète, je veux dire, c'est un coût pur, il y a la concurrence, on comprime ce coût. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si, pendant une génération, ou un peu plus, toutes les entreprises de tous les pays du monde se mettent à comprimer simplement les salaires et le coût du travail? Vous obtenez tendanciellement, je dirais, un effondrement de la demande à l'échelle mondiale. La beauté de ce petit modèle, qui est à peine un modèle, c'est qu'il fonctionnerait, ça serait vrai, en l'absence de l'existence de pays émergents comme la Chine. C'est-à-dire que le libre-échange ramènerait le capitalisme à cette situation concurrentielle, totale, sur le coût du travail. Tout ça a été étudié par Keynes, par Marx, par les syndicalistes. Enfin, c'est juste qu'on revient dans ce monde-là. Et ça serait là. Alors, évidemment, l'irruption d'acteurs comme la Chine, où le coût du travail, je ne sais plus où ça en est, mais avec les salaires bloqués, la monnaie dépréciée, je veux dire, c'est des dizaines de fois inférieur. Ça dramatise le truc, ça crée une violence particulière. On parle beaucoup de la Chine. Je pense que pour les enfants des classes moyennes, des secteurs informatiques très avancés, l'Inde serait presque plus importante, puisque l'Inde est en train de devenir un géant informatique avec des taux de salaire, et alors la vitesse de délocalisation des transmissions de programmes en informatique, on tombe à des coûts zéro, etc. Et donc, en fait, on est dans ce monde où
où la planète dans son ensemble vit, je veux dire, des crises qui sont sans arrêt des menaces de surproduction, dont on essaye de sortir. Dans les pays développés, la stratégie, si on peut parler de stratégie, pour compenser cette espèce de pression sur les salaires, ça avait été la possibilité pour les ménages de s'endetter, mais ça n'a eu qu'un temps. Je veux dire, ça a amené à la panique, aux effondrements qu'on vient de vivre, et dont on n'est pas sorti. Et alors, ce qui devient, je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est le moment où on établit, donc j'en viens à mon programme, très rapidement, pour quand je serai candidat à la présidence de la République. Parce que moi, j'ai un programme. Je m'excuse, je sors d'un an et demi d'enfermement sur les structures familiales du passé, donc je jubile de revenir dans le monde des vivants. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que au stade actuel, donc on a ce problème tendanciel d'insuffisance de la demande, et donc ça a été traité sans être traité par l'endettement, ça a amené à la panique, et je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est, si vous voulez, il y a quelque chose de sympathique dans la situation mondiale, c'est la volonté de coopération, quand même. C'est-à-dire que quand, si les gens sans arrêt nous menacent du retour aux années 30, quand on parle de protectionnisme. Les années 30, c'était pas du tout le protectionnisme, c'était l'autarcie, la panique. Au lendemain d'une première guerre mondiale abominable, de violence, avec des idéologies d'extrême gauche, d'extrême droite, on n'est pas du tout là-dedans. Maintenant, on est dans une crise économique qui est largement aussi sévère, qui valait de plus en plus que celle de 1929. Mais l'idéologie des élites mondiales est à l'opposé. Pas en Chine sans doute, mais dans les pays vraiment dominants, c'est la coopération. Donc, je veux dire, on est en crise, c'est très sympathique, on fait des G, 5, 6, 7, 20. On se réunit, et dans un premier temps, face à la dernière crise, qui est une crise de déficit de la demande, je veux dire, très raisonnablement, les gens ont fait des plans de relance. Il faut réinjecter des moyens de paiement, le système de dette s'effondre. Et puis, dans un premier temps, ça a permis de ressortir la tête. Mais là, je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est que si vous êtes dans un régime de libre-échange, si vous avez ces différentiels de salaire, et si vous réinjectez des moyens de paiement dans les économies les plus avancées, là où les salaires stagnent, vous ne relancez pas les économies les plus avancées, vous relancez l'économie chinoise. C'est tout à fait normal. Et donc, en fait, je veux dire, on est vraiment à un tournant, et donc, évidemment, la raison pour laquelle moi je parle depuis longtemps de protectionnisme européen, c'est d'abord parce que je pense que l'échelle de protection nationale n'est plus la bonne, ça ne suffit pas, il y a un niveau d'intégration des économies européennes qui n'est pas bon. Je veux dire, l'échelle aussi contractuelle et de discussion et de conflits pacifiques avec d'autres pays, l'échelle nationale n'est pas la bonne. Je pense que les Européens ont tout à fait intérêt à s'entendre pour gérer leurs problèmes avec la Chine et avec les autres. Mais dans mon esprit, le protectionnisme européen, c'est pas juste pour se protéger, peu heureusement, c'est simplement créer les conditions où on peut faire des plans de relance sans que ce qui est distribué comme moyen de paiement serve simplement à relancer l'économie des autres pays et ramène à la crise. C'est-à-dire qu'il s'agit, en fait, le but du protectionnisme, c'est pas, bien sûr, dans un premier temps, il s'agit de se protéger contre les importations, mais en fait, il s'agit surtout de créer les conditions d'une relance des salaires à l'échelle du continent européen. Et quand on travaille vraiment sur la question du protectionnisme, les études historiques qu'on fait montrent que le paradoxe du protectionnisme, c'est qu'il aboutit à relancer les échanges. C'est-à-dire qu'il crée les conditions d'une relance de l'économie mondiale. Parce que si vous avez des zones protégées, dans ces zones protégées, vous pouvez faire remonter les salaires, vous faites remonter, je veux dire, l'activité économique, mais au final, en fin de cycle, vous faites aussi remonter les importations. Donc là, il s'agit, je pense, c'est le protectionnisme économique et européen, et avec l'idée qu'au final, la régionalisation je veux dire, du monde, dans des espaces
qui s'organisent chacun de leur côté pour encourager la croissance de la demande intérieure, sera bénéfique à tout le monde. C'est pour ça que je parle de protectionnisme coopératif. Alors évidemment, pour le moment, est-ce qu'on sent bien que les gens commencent à en reparler? Parce que, alors, ce qui est intéressant actuellement, c'est la nouvelle divergence entre les Européens et les Américains. Parce qu'on est arrivé... et pour une fois, je dirais que les Américains sont aussi cons que... Enfin, c'est impossible de donner la palme de la connerie, en fait, en ce moment, aux dirigeants. Oui, j'arrête peut-être, non? Oui, on va peut-être... Non, c'est pas définitivement, mais on va peut-être laisser... Une pièce dans le distributeur et je te redémarre. Pour que ce ne soit pas une conférence, mais réellement un débat. Donc, on a bien compris votre point de vue. Je voulais parler en deuxième. Hein. Non. C'est ce que je craignais. Premier ou deuxième, peu importe, il faut laisser le temps à chacun de s'exprimer et ensuite nouer vraiment un dialogue. Donc on a bien compris que vous n'êtes pas contre le libre-échange, mais que le libre-échange c'est mieux entre pays qui ont les mêmes niveaux de vie, les mêmes valeurs, les mêmes conceptions du social et de l'environnement. Je ne vais pas résumer vos propos, alors on va les laisser tels qu'ils sont et on va demander à Manuel Valls peut-être de faire des remarques préliminaires avant de Non, je ne veux pas trahir Emmanuel Todd, d'autant plus que c'est un soir de Ligue des Champions, donc il y a des matchs de foot ce soir aussi, donc je ne vais pas utiliser la méthode footballistique de la contre-attaque. Mais pour dire que, parce que moi je ne veux pas être dans un débat où il y a un protectionniste et de l'autre côté un libre-échangiste, enfin, même si le mot dans d'autres domaines est tout à fait intéressant, mais je ne veux pas la débat binaire. Parce que ça serait trop facile et peut-être pour vous amusant, mais ça n'avancerait pas beaucoup. D'abord, je pense que c'est un vrai sujet, le sujet que vous évoquez ce soir. Et alors, si évidemment on le résumait à cela, ça ne serait pas utile. Mais en tout cas, ceux qui gouvernent, ceux qui aspirent à gouverner, ceux qui réfléchissent, doivent en tout cas se poser cette question. Au moment où nos systèmes de protection sociale volent en éclats, où les déficits publics, en tout cas pour ce qui concerne notre pays, mais nous ne sommes pas les seuls, font craindre que les marges de manœuvre, si je vais vite, seront extrêmement limitées. Le chômage de masse est présent et depuis longtemps. Et vous avez un double mouvement, c'est la seule incidence politique ou sociologique que je pourrais apporter, en la réduisant à sa plus simple expression, où vous avez de la part des peuples, et c'est le cas évidemment en Europe, c'est le cas aussi aux États-Unis depuis longtemps, mais en tout cas en Europe, une double demande de protection sociale, de protection face à la globalisation économique, à ses effets, au chômage, à la destruction ou à la mise en cause de l'État-providence. Et puis vous avez aussi de l'autre côté une autre demande de protection plus diffuse, plus gênante, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis notamment de l'étranger. En disant ça, je ne dis pas que le protectionnisme nous amène aux années 30 et au fascisme. Je ne dis pas absolument pas ça. Non mais, je ne veux pas rentrer dans ce débat. J'avais fait une frappe préventive. Oui, vous êtes malin, même si vous avez été dans la bulle, dans le caisson. Mais parce que je crois que ça serait faux de le poser. Mais ce qui est clair, c'est que, et notamment ceux qui sont les plus touchés, les plus concernés, les ouvriers, les couches populaires, partout dans tous les pays, vous avez ces deux phénomènes qui se lient. Et tout cela amène à un rejet de la politique traditionnelle et à peut amener à une explosion du système politique. On a déjà connu ça en partie en France, même si nos institutions sont solides. Donc ça n'est pas une petite affaire. Et donc on ne peut pas uniquement le traiter avec des valeurs, on ne peut pas le traiter uniquement avec des discours de bonne intention, on ne peut pas le traiter uniquement sur le thème halte au fascisme, et on ne peut pas le traiter uniquement sur le champ, par exemple, de l'immigration, de la nationalité. Donc la problématique économique et la manière dont on sauve nos emplois industriels, car on a perdu en France, grosso modo au cours de ces dernières années, un tiers des emplois industriels, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens, mais en tout cas du nôtre, avec des ravages dans un certain nombre de régions, nous oblige à réfléchir. Et il y a un autre point qu'on abordera sans doute et qui me paraît l'un des sujets sur lesquels la gauche, ce qui me paraît que le sujet c'est la gauche,
doit réfléchir, c'est ce qui se passe avec l'Allemagne. Et là, on entendra évidemment Emmanuel Todt, je ne suis pas sûr en tout cas sur le résultat en soi, en tout cas le pronostic en soit en déphasage, mais ce qui est en train de se passer entre l'Allemagne et la France, le différentiel économique et en termes de croissance, l'idée que peuvent se faire les dirigeants allemands, politiques ou économiques, sur ce que deviendra l'euro dans les années qui viennent, la Grèce n'a été qu'une première partie, nous amène forcément à réfléchir à la question européenne, Emmanuel Todt l'a fait, et donc à se dire, il va y avoir un problème. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que faut fermer les yeux, faut mettre la tête dans le sable, et que ça va continuer comme ça. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé avec la Grèce est un premier signe, et rien ne nous dit, l'idée d'avoir un débat, provoquer celui-ci, mais sans être dans la caricature, dans 2, 3, 4 ans, les Allemands, avec l'économie qui est la leur, vigoureuse à ce stade, leur puissance commerciale, exportatrice, leur tissu de PME, PMI, leur système de formation. Ils ont un problème démographique évidemment sérieux. Mais rien ne dit que demain ils peuvent se dire mais on ne peut plus fonctionner avec la zone euro telle qu'elle. Et des pays vont sortir. Ça a été dit d'une certaine manière au cours de ces derniers mois par les dirigeants allemands. Et donc ces problèmes-là vont se poser de manière extrêmement sérieuse. Deuxièmement, deuxième série de réflexions. La question du protectionnisme, en l'occurrence, dans les échanges, ne peut pas être binaire. Je le disais il y a un instant. Et aucune économie, même dans les pays où il y a alors, les turiféraires du libre-échange, n'est totalement ouverte ni totalement fermée. Et puis notre propre réalité économique est elle-même traversée de mesures protectionnistes déjà dans des proportions extrêmement variées. Au niveau européen, près ou plus de 10 000 tarifs s'appliquent déjà aux biens et services importés dans l'Union européenne, allant de 0 à une part déjà. Non, j'ai bien compris. Non, bah ça, vous êtes, on vous en a débarrassé, au moins pendant le débat. Allant de 0 à 210% selon les produits. Les biens de consommation sont à ce stade peu taxés, mais dans le domaine agricole, les taux, nous le savons, peuvent être très élevés. Donc, tous les pays ont également, à des degrés variés, et selon des secteurs, des pratiques qui sont déjà protectionnistes. Ne faisons pas comme si ça n'existait pas. La pharmacie, la culture, le prix unique du livre, les bilans de l'action des socialistes au pouvoir, les transports, etc. etc. Donc, alors, face à la crise économique et financière, certaines des réponses apportées jusqu'à maintenant ont un caractère protectionniste. Elles existent déjà. Et on peut ouvrir d'ailleurs le débat et le poursuivre. La baisse des cotisations sociales et du coût du travail en Allemagne. C'est pour ça que Jean-Marie Le Guen, dans une tribune dans le Monde, nous avons pointé cette question-là. Partie des sujets que je livre à votre réflexion. Des soutiens à l'industrie automobile en France, avec des effets qui méritent évidemment là aussi d'être posés. Donc la question est donc moins de choisir ou non le protectionnisme, mais je rejoins de ce point de vue-là Emmanuel Todt, mais plutôt son champ d'application, son ampleur et ses modalités. Il l'a dit lui-même, c'est difficile de le prévoir au niveau national. Même si, là aussi, à travers par exemple l'action sur la TVA, on peut peut-être agir d'une certaine manière. Et le rapport avec l'Allemagne nous oblige à avoir une réflexion dans ce domaine-là. Mais en tout cas, la question est d'abord interne à l'Europe. Parce qu'une politique protectionniste européenne contre les pays à bas salaire, de ce point de vue-là, manquerait totalement sa cible. Le problème de l'emploi en France n'est que très peu lié, disons ce débat en tout cas, aux importations des pays à bas salaire, en tout cas jusqu'à maintenant. Je ne dis pas dans les années qui viennent, la question peut se poser. Prenons les exemples. Ils reflètent à ce stade surtout les faiblesses de notre système de formation et de notre marché du travail. Prenons des chiffres, pas théorisés seulement, prenons des chiffres. En 2008,
64% des exportations et 60% des importations françaises étaient réalisées au sein de l'Union. La Chine, à ce stade, représente 2% des exportations et 6,6% des importations, on peut aller jusqu'à 8% si on rajoute Hong Kong. Et si le déficit commercial a augmenté de 20% entre 2005 et 2008 avec l'Asie, il a été multiplié par 3 avec le reste de l'Europe. Je ne lis absolument pas le problème chinois, sinon nous n'aurions pas mené cette réflexion sur la TVA. Je ne lis pas qu'il y a en plus un problème de comportement de notre part avec la Chine. On baisse la garde et on est incapable d'avoir une politique industrielle française et européenne dans ce domaine-là. On pourrait prendre le cas du TGV, du train à grande vitesse chinois, ou de la politique nucléaire. Mais disons aussi les choses clairement. L'arrivée du chômage de masse en France est bien inférieure à l'intégration de ces pays dans l'économie mondiale. Puis le problème du chômage ne se pose pas de la même manière dans tous les pays européens. Voilà, donc oui à un débat. Forcément, la situation nous oblige à faire preuve d'imagination, à ne pas être dans des théories toutes faites, à questionner évidemment les grandes organisations internationales et la manière dont les gouvernements traiteront ces questions-là. Donc, je ne vais pas être trop long, aborder la solution des barrières tarifaires, discuter de l'idée que les socialistes proposent, ces écluses tarifaires au niveau européen, sont les éléments, me semble-t-il, d'une prise de conscience qui n'est pas là pour faire plaisir particulièrement à Emmanuel Todd, mais tout simplement parce que la situation économique l'exige. Alors, il y a, ça c'est l'avantage de parler après, mais comme Emmanuel Todd va parler après, donc la partie de ping-pong pourra continuer. Si nous sommes partisans d'une économie de marché, parce que contrairement à sa jeunesse, il ne propose pas d'y renoncer, et si nous pensons que les éléments de coopération internationale sont nécessaires, ça veut dire qu'au-delà des éléments qui se posent au niveau européen, et là il y a une panne de projets européens absolue, dramatique, et dont je ne vois pas d'ailleurs à ce stade véritablement la sortie. Je dis qu'il y a un vrai problème qui ne concerne pas la problématique des institutions, mais qui interroge par exemple la politique monétaire au niveau européen. Et c'est le cas encore aujourd'hui, parce qu'avec un dollar faible et un euro fort, les problématiques d'exportation qu'on évoquait vont se poursuivre. Donc il y a évidemment un problème. Et je ne vois pas dans les mécanismes européens et dans la relation très dégradée à ce stade entre les dirigeants européens et la politique monétaire menée par Trichet et la BCE, les conditions de ce sursaut. Et pourtant, je suis convaincu que c'est au niveau européen que cela doit se faire, que si on relit le livre blanc de Jacques Delors il y a quelques années, il y a les éléments d'une politique de relance au niveau européen, qu'il y a sans doute des éléments de protection au niveau de nos frontières sur le domaine commercial. Ces pistes-là, il faut les suivre. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Que nous avons besoin, c'est facile de ironiser sur les G8, les G20, etc. Enfin, en tout cas, c'est le résultat d'un changement planétaire considérable. Parce qu'il n'y a pas que la Chine qui profite aujourd'hui de la situation. Il y a un continent qui est souvent oublié de nos discussions, que nous connaissons pour beaucoup, et l'Afrique, et qui peut être, dans les 50 ans qui viennent, le grand bénéficiaire de cette globalisation économique, avec évidemment des inégalités terribles, des problèmes que personne ne peut contester, mais aussi des niveaux de croissance relativement élevés. Donc, nous avons besoin de ces instruments et de cette gouvernance mondiale. Donc, le protectionnisme ou des formes de protectionnisme au niveau européen, oui, peser davantage dans le concert international, incontestablement, et en même temps, réfléchir au mode de cette gouvernance sur le plan économique et monétaire. Donc ce n'est pas binaire, c'est compliqué. C'est compliqué et complexe. Mais c'est, je crois, le grand défi qui nous attend dans les années qui viennent, et en tout cas, on ne peut pas y aller, soyons moins d'accord là-dessus, je n'en doute pas sur d'autres sujets, avec des éléments très pragmatiques et sans doute une vision un peu nouvelle sur ces questions. Ouais.
Alors, Manuel Valls est sûrement beaucoup moins dogmatique que vous en aviez rêvé. Oui, je suis très embêté parce que je vais devoir dire que je suis d'accord avec plein de choses. Très... Moi j'aimerais que vous réagissiez parce que c'est intéressant. On est en pleine guerre monétaire, effectivement, et beaucoup de gens disent finalement si les parités de change entre les grandes monnaies reflétaient les niveaux de vie et ce qu'elles devraient refléter, donc le yuan devrait être 30 à 40% moins cher, est-ce qu'on ne se débarrasserait pas d'une partie des problèmes commerciaux et de leur surcompétitivité complètement artificielle parce qu'elle est due à une monnaie manipulée? Non, il y a plein de choses, donc je peux commencer par ça, mais... On peut commencer par ça parce que c'est aussi en plein dans l'actualité. J'aurais aimé dire à quel point j'étais d'accord avec Manuel Valls sur l'Allemagne. Enfin, après, on peut le parler ferai après. Bon, non, je ne crois pas. Je pense que c'est le reste de... L'idée qu'on peut résoudre les problèmes de désajustement par le flottement libre des monnaies, c'est le... je veux dire, c'est ce que la soumission au dieu marché a produit de plus sophistiqué et certainement de plus raisonnable, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a... Je ne pense pas que... On va pas rentrer dans des argumentations économiques, je suis un peu débranché, mais je pense que c'est la dernière illusion, c'est l'idée que la flexibilité monétaire va permettre les ajustements automatiques. Moi, je crois vraiment que si on est en libre-échange, si on n'a pas ce phénomène de compartimentage qui permet de faire des relances keynésiennes dans des vastes espaces, et ben on se retrouve dans un vieux capitalisme où les salaires traînent, la concurrence. Alors, mécaniquement, si le yuan était surévalué, de 30% du jour au lendemain, ça suffirait pas pour nous. Ça atténuerait la violence. Non, en fait non, parce que là c'est un truc, c'est rigolo. J'avais bien dit au début, d'ailleurs, dans l'exposé, que ce que je disais sur l'insuffisance de la demande existerait comme problème indépendamment du cas de la Chine. Et vous savez, en un certain sens, moi par exemple, l'histoire de la sous-évaluation du yuan me fait... Enfin, c'est pas que ça me fait rigoler, mais c'est vrai que c'est pas ça notre problème à nous, Européens, ou à nous, Américains. Comment dire, les manipulations monétaires de la Chine, elles sont dirigées pas fondamentalement contre nous, mais contre les concurrents de l'extérieur-monde. En fait, ce que veulent les Chinois, c'est bouffer le marché contre les autres émergents. C'est pas, pour ce qui nous concerne, s'ils étaient simplement en concurrence avec les taux de salaire, une légère montée du yuan, je veux dire, permettrait toujours l'extermination de l'industrie européenne. Alors, les taux d'ouverture à 6 ou 8% d'importation chinoise donnent le sentiment de relativiser le problème, mais c'est une illusion. C'est un peu le phénomène de salaire, vous avez, c'est des systèmes de pression. C'est pas juste des quantités, c'est un peu comme si vous disiez non, il y a un trou dans cette baignoire, mais le gros de la surface est bon quand même, elle ne va pas se vider. Vous voyez, en termes de physique, c'est ça. Donc je crois pas, et c'est vrai que je crois qu'il faut vraiment parler de la Chine, parce que la Chine est un acteur majeur, enfin c'est un modèle tout à fait spécifique. Mais moi je voudrais revenir sur quand il vous dit imposer une taxe aux frontières de l'Europe, nous ne résoudrons pas notre problème avec l'Allemagne. Bien sûr, parce que c'est là le vrai cœur du débat, parce qu'en fait, je crois que le genre d'accord vers lequel on s'oriente, c'est dit, bon, le protectionnisme, il va falloir y passer, mais il va falloir discuter du degré et des points d'application. En fait, donc on est déjà dans un monde, enfin c'est ce que j'ai entendu, si je comprends, on est déjà dans un monde qui réfléchit sur le protectionnisme, et donc on va avoir le choix entre des bons et des mauvais protectionnistes, des protectionnismes intelligents, des protectionnismes idiots, je veux dire, le monde de la réalité. Et le vrai choix, je veux dire, en pays comme l'Europe, c'est effectivement, je veux dire, les tensions qui se dessinent. Enfin, il y a deux pays qui ont été mentionnés, c'est l'Allemagne et la Chine, et c'est vrai que l'Allemagne est un problème massif. Et que la réalité de la destruction européenne actuelle, c'est que l'Allemagne ne joue pas le jeu. Qu'elle a une politique économique absolument égoïste, de conquête des marchés sur ses, entre guillemets, on n'ose plus dire partenaires.
je veux dire, elle pratique la désinflation compétitive à l'ancienne. Moi, je n'appelle pas ça du protectionnisme, j'appelle ça de la concurrence sauvage, en fait. C'est le genre de concurrence qui s'établit entre nations en régime de libre-échange, où chacun cherche à sauver sa peau contre les autres. Et ça joue à plein à l'intérieur de l'Europe. Donc, évidemment, la question se pose. Donc, on est dans ce contexte d'une Allemagne qui devient totalement ingérable, et avec sa souplesse d'esprit habituelle d'ailleurs. Et ça, bon, je sais que les Français sont pas tellement mieux. Ça s'était amorcé au moment du référendum, c'était en quelle année le référendum? 2005. J'ai fait mener une campagne solitaire et sans effet pour un oui au protectionnisme européen. Le nom l'avait emporté, très raisonnablement d'ailleurs, je veux dire, dans le contexte. Et ce qui était frappant, c'est qu'à l'époque du référendum, je veux dire, ce qu'il y avait d'animosité par rapport au marché, par rapport aux concurrences salariales, etc., était tourné beaucoup plus contre l'Europe de l'Est que contre la Chine. Et d'ailleurs assez raisonnablement. Donc, mais tout ça, ce problème du choix de l'unité de coopération et d'action, c'est un choix, je ne sais pas, politique, culturel, historique. Et je peux vous dire comment je vois l'avenir, personnellement. Parce que là, on parle de l'une des raisons pour lesquelles je milite très mollement en fait, pour le protectionnisme européen, c'est que je ne vois pas du tout, et là je suis aussi tout à fait d'accord avec Manuel, je ne vois pas du tout dans les états d'esprit des divers pays européens ce qu'il faudrait de sentiments, de volonté d'entraide collective pour mettre ça en place. Et donc là, je termine, ensuite j'aurai délivré l'essentiel de mon message, je prendrai tout ce qui vient avec bonne humeur, et ce vers quoi on se dirige, tout ce qui a été dit sur la Grèce était tout à fait vrai, et dans le contexte de libre-échange, d'absence de solidarité européenne, les pays européens sont de plus en plus, c'est pas simplement lancés les uns contre les autres, mais il y a un principe de la dureté des temps, rétablit un principe de hiérarchie économique. Et les forts économiques, comme l'Allemagne, apparaissent comme des dominants. Et les petits pays endettés sont rançonnés par des taux d'intérêt monstrueux parce qu'ils sont faibles. C'est-à-dire que l'Europe, qui devrait être un espace de coopération, est devenue un système de domination des faibles par les forts. C'est vraiment devenu un truc monstrueux. Donc, les choses... D'accord, peut-être que je suis pas trop violent, mais... Oui. Il y a un truc que je ne comprends pas oui. pour les deux, parce que vous nous dites... Voilà, non, je vais vous dire. Si j'étais président de la République, je vais vous dire ce que je ferais si j'étais président de la République. Donc, j'arrive au pouvoir, j'affronte le problème très justement évoqué par Manuel Valls, l'Allemagne et la protection internationale. Et je mets l'Allemagne face à ses responsabilités. Je leur dis, écoutez les copains, nous les Français, on admet tout à fait que l'Allemagne est la puissance industrielle dominante du continent, mais ce jeu perso de concurrence interne dans lequel l'existence de l'euro vous permet, par la désinflation compétitive, d'enfoncer vos partenaires qui ne peuvent pas se libérer et se protéger en dévaluant, puisque l'euro est devenu une prison pour les Français, les Italiens et les Espagnols, parce qu'on ne peut plus dévaluer pour se protéger contre la capacité des ouvriers allemands à accepter des baisses de salaire facilement. C'est ça la machine. Donc c'est plus possible. On admet que vous êtes la grande puissance industrielle, mais une grande puissance industrielle a des responsabilités, et vous prenez, je dirais, en gestion, vous assumez le projet d'un protectionnisme économique d'échelle européenne qui permet de relancer une demande intereuropéenne qui sera absolument bénéfique à l'industrie allemande, et puis voilà. Et puis bon, vous réfléchissez, vous avez 6 mois, et si vous voulez pas, l'euro est terminé. Et on sort de l'euro et c'est fini. Et contrairement à ce qu'on dit, la fin de l'euro serait une catastrophe pour l'Allemagne. Parce qu'elle perdrait, je veux dire, la région de marché protégé, où elle peut faire de la désinflation compétitive efficacement, elle perdrait une sorte de zone garantie en Europe. Donc les gens qui ont le plus à craindre de la disparition de l'euro, ce n'est pas les Français, les Italiens ou les Espagnols. Je veux dire, c'est les Allemands. Il y a une chose que je ne comprends pas dans vos deux propositions, c'est que vous nous dites... J'ai dit une bêtise? Non, vous nous dites, je ne sais pas, vous nous dites, le problème, c'est l'Allemagne.
développement, là, comme l'autre, le problème c'est l'Allemagne. 70% des produits français à l'exportation ont en vis-à-vis un produit allemand et pas chinois. Les 2 tiers de la dégradation de la balance commerciale française sont dus à l'amélioration de la balance commerciale allemande en bilatéral. Donc on a un problème allemand. Vous avez esquissé un autre problème, on a un problème des pays de l'Est, proches et avec lesquels on échange beaucoup. Et à l'inverse, on échange relativement peu avec la Chine. Et vous nous dites tous les deux, et c'est la position du Parti Socialiste aussi, juste échange, c'est des écluses aux frontières européennes. Alors je ne comprends pas, la Chine a été à l'extérieur de l'Europe, elle est peu concernée par nos échanges, relativement peu quand on regarde les chiffres. J'aime beaucoup le trou dans la baignoire, mais je suis pas sûr d'avoir compris son lien avec la réalité. Donc on a des échanges faibles avec la Chine. Vous nous avez dit que les différentiels de salaire étaient de l'ordre de 1 à 20, donc c'est pas en ajoutant même 100% de droits de douane qu'on arrivera à contrer un rapport de salaire de 1 à 20. À l'inverse, on a des problèmes au sein de l'Europe, et là, les écluses aux frontières ne changent rien. Donc, c'est quoi la solution? Mais parce que je crois qu'il n'y a pas... D'abord, je pense qu'il faut essayer de dire la vérité, enfin, notre vérité, même si elle fait peur, ou elle prend un risque d'ailleurs qui est une forme d'impuissance, parce que j'ai une nouvelle à vous donner, bien malheureuse, mais Emmanuel Todd ne sera pas président de la République. Donc le problème... Quel manque de perspicacité. Oui. Non mais surtout, ce que je crois, c'est que je lui fais mal, parce qu'il sort donc de ce long livre qu'il vient de terminer avec cet espoir. Mais non, mais moi je ne sais pas si je le serai non plus, mais je sais que ma formation politique, elle, et donc je m'y mets pleinement, peut être, prenons cette hypothèse de travail, confrontée à cette question lourde, et qui ne peut pas être traitée, évidemment, même si l'un et l'autre, ça nous amuse, par des scénarios fictifs ou par des bons mots. Donc, mais en tout cas, le devoir de réalité, de vérité, nous oblige à dire que ça sera très compliqué. C'est vrai que... Alors, il faut que vous disiez votre politique à l'égard de l'Allemagne et de la Chine. Oui, alors c'est vrai que, et donc je réponds, le PS a réfléchi sur... donc on élargit la baignoire, puisqu'on parle d'écluses tarifaires. C'est un mot pour tourner autour des barrières aux frontières européennes, pour qu'en cas d'échec des négociations sur les normes non marchandes qui doivent être respectées par tous, qu'elles soient sociales, environnementales, culturelles, on renvoie au fond, dos à dos, la logique de la libéralisation totale des échanges, même si elle n'existe pas totalement, j'essayais de le démontrer tout à l'heure, et celle d'une d'édification de forteresses continentales qui se fondent sur des quotas d'importation stricts et des barrières douanières extrêmement élevées, qui ne se pratiquent pas beaucoup. Plutôt on pratique les deux très souvent. Et cette idée-là de ces écluses tarifaires vise à stopper la concurrence le temps que la mise à niveau s'opère, sans pour autant inscrire dans le marbre le principe de territoire préservé de toute influence économique extérieure. Donc on intègre à travers cette idée, et dans le projet des socialistes, l'idée de plus en plus répandue, face à la menace que fait peser sur les économies et l'environnement, la concurrence des pays à bas salaire, tout en conservant sa confiance à l'économie de marché. C'est très socialiste, les Français, et on essaie de faire les deux à la fois. Mais je pense que c'est au fond assez raisonnable. Mais comme ce sont des barrières au niveau européen, se pose la question que nous avons évoquée tout à l'heure, et donc je rejoins l'autre question, celle de la soi-disant contradiction, mais qui n'en est pas une, qui est celle de la compétitivité, effectivement, de notre économie. Car certes, les Allemands ont tous les torts, mais ça nous oblige à regarder de près pourquoi on en est là. Alors là, on rejoint d'autres éléments. Quels sont, mais je vais peut-être très vite, évidemment, depuis la réunification, et le coût payé par l'Allemagne et les Allemands de la réunification, qui est quand même un élément
majeur avec l'arrivée d'une nouvelle génération au pouvoir. Les personnalités de Schröder et d'Angela Merkel sont différentes, mais enfin, c'est cette génération de l'après-guerre. Appelons-la, c'est le mot qu'avait employé le chancelier Schröder à l'époque, décomplexé par rapport au passé. Mais des choix pour la réunification qui ont pesé lourdement sur les Allemands, des mesures sur le marché du travail ou sur les retraites ou sur le niveau de salaire sous les sociodémocrates, dont les effets se font sentir en partie aujourd'hui et qui aident l'Allemagne par rapport à la situation économique mondiale, un niveau de PME et de PMI particulièrement performant en comparaison d'une autre, et je crois quand même un système de formation qui explique en partie le différentiel. Et donc, si nous devons nous tourner vers les Allemands, et je prends l'hypothèse du discours d'Emmanuel Todd en 2012, où on leur fixe un rendez-vous, on peut leur parler poliment, on peut avoir une discussion... Ils adorent les discussions viriles, mais quand... Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a toujours un problème de confiance, et on sera d'accord, le langage type Sarkozy ne marche pas de toute façon. Donc il y a besoin d'une compréhension de ce qu'est l'Allemagne, et du mécano, et on ne peut pas agir comme si nous étions seuls. En tout cas, aucun de nous souhaite cela. Donc ça veut dire quand même qu'il faut une discussion, certes franche, mais constructive. Et nous aussi, il faut qu'on balaye devant notre propre porte. Je prends un exemple. Les grands dossiers économiques d'aujourd'hui et de demain, ou les grands dossiers industriels, vont se faire par exemple autour de l'énergie. L'un des dossiers majeurs pour la France, c'est le dossier du nucléaire. Je l'ai d'ailleurs pondu un rapport particulièrement intéressant dans ce domaine-là. Mais enfin, on a tout loupé. Quand, par exemple, on laisse Siemens d'Allemand partir d'Areva, on se prive de l'un des moyens de construire ce pôle industriel, énergétique et nucléaire indispensable au niveau européen. Et donc on voit bien qu'on doit construire quelque chose dans ce domaine-là avec les Allemands. Pour le moment, chacun mène sa politique. Il y aura 4-5 champions dans le monde dans ce domaine-là. Il y aura un ou deux Chinois. Il y aura évidemment les Américains. Est-ce qu'on aura plusieurs champions européens? Non. Et c'est tellement vrai que nous on fait le contraire par l'absurde, puisqu'on envisage même éventuellement 2 champions français dans ce domaine-là. L'un autour de Areva, l'autre autour de DEF. Ça ne peut pas marcher. Donc là, on a laissé partir Suez, et là, on a laissé partir nos partenaires allemands. Ça veut dire que sur le plan de l'énergie, dans ce qui se joue notamment avec les Russes, de ce point de vue-là, c'est bien que tout est négatif dans ce que fait et touche Nicolas Sarkozy, mais l'idée quand même d'une réflexion commune, France, Allemagne, Russie, sur des questions géostratégiques, en rapport à l'OTAN, ou sur des problématiques énergétiques, qui sont capitales, stratégiques et vitales, pas pour nos pays seulement, mais pour l'humanité tout simplement, qu'à voir la crise que nous avons depuis quelques jours à la pompe. Bon, donc sur ces problèmes-là, on est obligé de bâtir des coopérations industrielles. Est-ce que les Allemands le voudront? Aujourd'hui, on peut avoir le doute. Et donc ça veut bien dire que la question monétaire et la problématique de l'euro, et là je suis là où vous ne m'attendiez pas, M. Ferrand, dans le débat gentiment rodé entre le vrai protectionniste et le libre-échangiste sincère, c'est trop facile. Ça veut bien dire, et moi j'en suis convaincu, oui, il faudra mettre les Allemands au pied du mur sur la question monétaire, et notamment sur la problématique de l'eau. Ça j'en suis convaincu, parce que si on ne le fait pas, alors on ira de crise en crise. Il y aura des périodes de rémission, évidemment, peut-être, enfin c'est pas le remaniement ministériel d'aujourd'hui, je vous rassure, je vous inquiète, en Espagne, qui va régler ce problème-là. Et donc on est face à 2-3 questions. Le vrai sujet, c'est comment on fait, et comment on essaie d'être positif, et pas uniquement dans le commentaire, parce que du point de vue de l'intellectuel, de l'économiste, comme du point de vue de l'opposant, on n'est pas aux manettes aujourd'hui, mais on risque de l'être. Et ces questions-là, elles se... Surtout, Emmanuel Todd, on l'a bien compris. Vous savez qu'il faut d'ores et déjà... Et moi, je sens que dans la social-démocratie européenne, très en difficulté, très en difficulté, sur les 2 sujets que j'ai évoqués, sur la double demande de protection, il y a quand même, me semble-t-il, aujourd'hui,
je l'espère, les bases d'une réflexion pour traiter cette question-là. Et si on veut les traiter, aussi bien avec l'équipe qui est au pouvoir en Allemagne qu'avec son opposition, on est obligé déjà de les traiter depuis l'opposition pour essayer de faire la démonstration qu'on a un vrai sujet. Deux questions très concrètes et précises. Le différentiel de salaire avec la Chine est d'ordre de 1 à 20, 2000%. On met des droits de douane à hauteur de 2000% aux frontières européennes pour combler le différentiel? Avoir des quotas. Non, parce qu'on sait bien que ça ne marchera pas. Et donc c'est effectivement ou des quotas, ou un niveau de barrière douanière, ou les écluses que j'évoquais tout à l'heure, sur un certain nombre d'éléments pour essayer de protéger notre propre industrie. Deuxième question, on est 27 en Europe, on sait que 26 pays sont contre, on fait comment? Salaud, parce que c'est la bonne question, et c'est là toute la difficulté, mais je crois qu'on a intérêt plutôt à porter le débat d'ores et déjà, parce que de toute façon, partons d'un point de vue plus politique. Est-ce que la situation qu'on connaît va être très longtemps supportable? Moi, c'est la seule question que je pose. Est-ce que le double effet de crise économique et de crise d'identité des pays, de crise d'identité, regardez le débat très intéressant qui s'ouvre. Enfin, on aura peut-être un autre jour avec Emmanuel Todd la question sur le multiculturalisme et la crise de l'État-nation dans ses fondements identitaires même. Mais les deux sont liés, ne faisons pas comme s'ils ne l'étaient pas. On fait partie de ceux qui, à gauche, considèrent qu'il faut discuter de deux thèmes. Parce que sinon on se trompe totalement. Donc, j'espère, moi, que ça ne sera pas par la prise de conscience du pire, avec des gouvernements sous la pression des extrêmes droites, voire des gouvernements qui sont déjà d'extrême droite. C'est le cas dans un pays aussi civilisé que les Pays-Bas. Donc ces questions-là, on va devoir les traiter. Mais je reconnais que ça va être difficile, parce que la mathématique que tu évoquais tout à l'heure dit bien les choses. Je voudrais dire un mot sur ce qui est pour moi un paradoxe, au sens strict de paradoxe, c'est ce que vous avez évoqué de la visibilité de la concurrence franco-allemande ou intra-européenne, et avec l'idée que cette concurrence, ça suggérerait que le problème, c'est pas de se protéger par rapport au bas salaire, mais plutôt autre chose. Alors, la raison fondamentale pour laquelle on peut faire de politique protectionniste commune en Europe, c'est parce que les niveaux de vie sont comparables, les taux de salaire, malgré les effets concurrentiels, sont quand même comparables. On ne va pas faire des politiques de relance communes avec la Chine, par exemple, en dehors du fait que c'est loin. Ça n'a pas de sens. Mais surtout, il faut bien voir que cette espèce de concurrence féroce qui est en train d'apparaître entre Européens, c'est ça l'effet ultime du libre-échange. Le libre-échange produit cette espèce de raréfaction de la demande et de lutte de plus en plus acharnée de tout le monde pour récupérer ce qui reste de demande. Je veux dire, situation concurrentielle dans laquelle, je dirais, les économies les plus fortes, les peuples les plus gros, ou je dirais les peuples les plus spontanément et souterrainement protectionnistes, sans l'existence de lois, etc., sont avantagés. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire cette espèce d'univers de raréfaction de la demande, des ressources, de contraction virtuelle des niveaux de vie, etc. Bon, dans un premier temps, ce qu'on sent maintenant, ou ce qu'on voit, ce qui est très visible, je veux dire, c'est la zizanie entre Européens, les ressentiments, mais ça finit, en même temps, ça joue en interne dans les nations. Je veux dire, c'est un truc qui lance tout le monde contre tout le monde pour des ressources rares. Donc c'est le genre de truc qui va permettre aux gens de droite d'essayer de lancer les gens du privé contre les gens du public. Je veux dire, même chose. Je veux dire, les gens se battent comme pour de l'oxygène, où ça va permettre de lancer les jeunes contre les vieux. Donc la question, c'est de savoir si, est-ce qu'à un moment donné, on dit pouce, on arrête, on fait cesser la pression qui existe à l'extérieur, et je veux dire, dans un univers européen protégé, on recrée les conditions d'une coopération entre les groupes nationaux, entre les groupes, je dirais, professionnels, entre immigrés, je veux dire, et gens, je dirais, d'origine nationale plus lointaine. C'est ça l'idée. L'idée, je crois qu'en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que
l'économie de marché est la seule possible. Moi, je pense que pousser à des conséquences concurrentielles extrêmes, ça produit cette espèce de monde quand même je veux dire, tout à fait dément de restriction des ressources et là de début du niveau de vie. Mais un espace, le protectionnisme est une doctrine libérale. Friedrich List était un grand libéral politique, économique. C'est simplement, c'est une doctrine qui admet qu'il faut fixer une taille, je dirais, une taille du terrain, si on peut dire, du marché, et que la protection à l'extérieur de ce marché permet de rétablir des coopérations naturelles entre les groupes. Je veux dire, le protectionnisme, c'est un truc ça serait le contraire de ce qu'on vit. Parce que le discours sur le libre-échange, le mot liberté est vachement sympa, on s'ouvre à tout le monde, mais la vérité du libre-échange, c'est la guerre de tous contre tous, et c'est l'asphyxie de tous en ultime. Et le protectionnisme, c'est, dans des espaces, et finalement à l'échelle mondiale, la réconciliation de tous. Si vous revenez dans un monde où la demande intérieure augmente, je veux dire, la tension, le fait que les Allemands sont marginalement plus efficaces sur le plan industriel, devient un truc tout à fait secondaire. Je veux dire, les privilèges, soi-disant, des fonctionnaires qui n'en sont plus par rapport aux gens du privé, devient un truc tout à fait secondaire. Je veux dire, les problèmes des jeunes élus deviennent un truc tout à fait secondaire. L'idée, c'est de sortir de l'asphyxie. Moi, j'ai une question un peu concrète, et puisqu'il n'y a pas de vrai libre-échangiste ici, je vais citer Pascal Lamy, une interview aux Échos ce matin, sur les chiffres même du commerce extérieur. Il dit chaque fois qu'un iPod est importé aux États-Unis, 150 $ sont imputés comme venant de Chine. Or, à y regarder de près, moins de 10 $ proviennent effectivement de Chine. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le monde s'est organisé avec des multinationales qui font produire en Chine, qui réimportent aux États-Unis. Et est-ce que ce débat des protections au niveau d'une nation est même pas complètement dépassé par la structuration de l'économie autour de ces multinationales? Comment on fait rentrer la pâte dentifrice dans le tube? Oui, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est la praticabilité et le temps qu'il faut pour les choses. Il faut remonter les usines d'iPod en Europe. Absolument, absolument. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la mise en place de ce système libre-échangiste, qui était un projet, qui a été piloté politiquement, et qui correspond à des évolutions idéologiques de fond de longue période, ça a pris plusieurs générations. Donc évidemment, si je parle de protectionnisme européen, je ne suis pas dans un univers délirant du genre, du jour au lendemain, on va casser les circuits de protectionnisme. Et dans mon esprit, ce protectionnisme, etc., c'est un projet pour une ou deux générations. La première chose à faire, ça serait de créer un centre franco-allemand de réflexion quelque part sur le Rhin, sur les politiques industrielles d'accompagnement. On ne peut pas concevoir un projet de protectionnisme comme ça sans une politique industrielle volontariste de reconversion. Et il faut prendre du temps. La seule chose, je crois, qu'un projet protectionniste européen permettrait d'obtenir tout de suite, c'est que les gens ont compris. C'est-à-dire que quand on discute, j'ai des trucs qui sont hallucinants, des échanges radio avec des auditeurs qui me devançaient dans l'analyse de la contraction allemande. Pas Pascal Lamy, hein. Lui, si j'étais membre du Parti socialiste, je demanderais immédiatement son exclusion. Ça serait déjà un grand pas en avant, parce que comme crétin des Alpes, je ne sais pas comment on a réussi à produire un truc pareil. C'est la honte des grandes écoles, ce type. Bon, et je m'excuse de le dire, chaque fois que j'entends son nom, je suis sincère. Je l'étrangle. Comment? Non, mais il est vraiment, c'est ce qu'on appelle un idiot utile, Pascal Lamy. Hein, bon. Alors où est-ce que j'en étais? Je m'y perds. Donc, bien entendu, c'est très compliqué. C'est un projet pour deux générations, pour des nouvelles générations politiques, la mise à la poubelle de gens comme Lamy, etc., et de quelques autres. Mais par contre, comme les gens ont très bien compris ce qui se passe, la mécanique des délocalisations, des baisses de salaire, de la contraction de la demande, si les grands ou un grand parti politique français arrivait avec un projet comme ça, ou si un gouvernement français commençait à dire, etc., ce qui changerait tout de suite, c'est la vision du futur. Parce que la réalité du futur dans un pays comme la France, c'est l'apocalypse. Je veux dire, ce qui a changé simplement dans l'attitude des ouvriers d'industrie, avant les ouvriers d'industrie, se battaient pour la préservation d'outils de travail. Maintenant, ils se battent pour négocier leur prime de départ.
Puisque tout le monde a compris que si on continue sur cette ligne, c'est baisse de niveau de vie et liquidation du tissu industriel. Donc on est dans un univers en contraction où il n'y a plus d'horizon. Et si, c'est pour ça que je suis partisan en fait d'un langage musclé sur le protectionnisme, contradictoire, même si c'est un gros mot au départ. C'est que le concept de protectionnisme européen, l'idée que les Européens pourraient s'associer pour se protéger, etc., ce que ça créerait immédiatement, c'est pas du tout une économie idéale qui fonctionnerait mieux, c'est que ça sortirait de la tête des gens l'idée que demain sera pire qu'aujourd'hui, que les enfants gagneront moins, n'auront pas de maison, pas de bagnole, que le niveau de vie va baisser. Et cette amélioration, on l'aurait tout de suite avec la réconciliation des gens avec leur système politique et les hommes politiques, et probablement la fin d'une bonne partie des phénomènes de xénophobie. Moi, je suis... Au fond, les mots ont leur tabou, mais ça ne me gêne pas d'évoquer le terme de protection, de protectionnisme, mais en tout cas, ce que je comprends derrière ce mot-là, c'est que, au fond, on essaie de reconstruire ou de repenser le projet européen à l'échelle du monde. Je fais une parenthèse. Par principe, Emmanuel Todd, j'aime pas les exécutions, surtout quand on n'est pas là. Du coup, vous avez quelques réminiscences du passé. Parce que Pascal Lamy n'est pas un idiot, fût-il utile ou inutile. Il est à la tête d'une organisation qui est au cœur de la question commerciale. Et ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Enfin, il n'y a pas que la Chine. S'il n'y avait que la Chine, le problème se poserait autrement. Enfin, il y a des pays, la Thaïlande, le Brésil, l'Australie, par ailleurs qui sont des États excédentaires et qui ont des politiques commerciales, soit extrêmement agressives, soit des politiques économiques protectionnistes. On pourrait rajouter aussi la Corée du Sud. Donc, et puis il y a l'émergence dans tous les cycles organisés par l'OMC de pays, de sous-continents, de continents, dans un monde. Parce que c'est le danger, d'ailleurs j'y prête le flanc aussi peut-être dans la discussion de ce soir, c'est que ce que nous disons l'un et l'autre sur l'Europe peut être pris comme la volonté de ne pas voir à la fois l'évolution du monde et le fait que des continents et des peuples veulent non seulement compter dans le concert des nations, mais veulent participer de la richesse. Partout. C'est d'ailleurs le changement. Moi, je ne le vis pas comme un élément négatif. Et je suis convaincu, alors, on peut avoir des accords, mais que l'économie de marché et l'ouverture de grands pays ou de grandes nations qui ont par ailleurs une histoire millénaire comme la Chine peut produire de la démocratie. Ou en tout cas, va produire une demande sociale et démocratique. Elle va être compliquée à gérer, j'en doute pas un seul instant, et on peut parler peut-être de plusieurs dizaines d'années, mais la société chinoise elle-même, elle est forcément taraudée par cette demande-là. Et donc c'est au moins l'effet bénéfique, un, de l'économie de marché, deux, de la globalisation économique, et d'une certaine manière, du libre-échangisme, si on veut le rattacher à cela. Donc, il y a les éléments positifs, et le monde est en train de changer, de s'ouvrir. Et en même temps, on voit bien, pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure, par les dégâts. Parce que le grand problème, c'est que l'Europe a vécu ça de manière naïve, et chacun y est allé avec ses solutions. Et nous faisons face à des pays continents. Tant que la Chine a une capacité d'absorption et de dynamisme économique lié à son propre marché intérieur, et ça va durer un certain temps. C'est vrai dans les biens de consommation, quand on lance 400 km de lignes à grande vitesse par an, on a un des moyens, c'est une politique keynésienne classique à grande échelle, de grands travaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la pauvreté en Chine. Et je ne parle même pas de la question démocratique. Mais enfin, il y a des évolutions. Donc le vrai sujet, c'est, utilisons le mot protectionnisme, mais c'est effectivement comment les 27 ou les 30, et de ce point de vue-là, encore une fois,
la question des Russes ne peut pas être, ou des Turcs ne peut absolument pas être non plus passée sous silence. Comment on s'organise ensemble pour être à la bonne échelle, avec nos systèmes de protection sociale et avec nos valeurs démocratiques, avec nos systèmes économiques et monétiques, en tout cas pour ceux qui aujourd'hui en font partie. Et les autres, d'une certaine manière, derrière, y ont... apparemment, ça a provoqué... donc on va passer aux questions. Mais en tout cas, une monnaie unique pour un certain nombre de ces pays. Donc c'est l'organisation politique, économique et monétaire. Donc oui, là, évidemment, il y a un système de protection qu'il faut envisager. Mais comme on ne pourra pas le faire seul, et la question de la pédagogie, de la capacité à convaincre les autres, est sans aucun doute le grand sujet. Et c'est ça qui m'inquiète. Je voudrais rapidement préciser 2 points. En ce qui concerne la façon dont j'ai parlé de Pascal Lamy, je revendique le droit de parler comme j'ai parlé, car nous parlons de gens qui assurent la baisse du niveau de vie, la mise à pied de milliers, de centaines de milliers, de millions d'ouvriers. Et je dirais que l'un des problèmes des socialistes, c'est d'être trop gentil. Alors, c'est peut-être parce que je suis un ancien coco, pas longtemps, mais il y a un truc, on n'est pas dans un monde gentil, il y a des gens qui sont responsables. C'est la première fois qu'on me traite de gentil, mais ça me fait vraiment plaisir. Mais oui, je veux dire, et je suis désolé dans son action, dans ce qu'il dit, pour moi, Pascal Lamy est un type abominable. Même s'il gueule de premier de la classe ou de premier communion, ça n'a rien à voir. Alors, donc c'est pas du tout anecdotique. Je veux dire, il faut être capable, je veux dire, l'un des paradoxes de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus inégalitaire, de rapports sociaux extrêmement durs, d'une très grande violence, et que le discours reste incroyablement soft et gentil. Et je veux dire, l'une des forces du sarkozysme, en fait, c'est que Sarkozy est un truc, je veux dire, il est totalement, c'est un gland total, je l'ai dit partout. Mais je veux dire, au moins sa violence est adaptée à l'époque. C'est pour ça qu'il reste dangereux. C'est une... Alors je ne dis pas que le Parti Socialiste doit devenir grossier comme Sarkozy, c'est pas ça. Mais on doit garder une certaine... Je veux dire, on doit retrouver, la gauche doit retrouver une certaine capacité de dureté et de solidité et d'absence de gentillesse dans le rapport aux gens qui font mal ou à l'adversaire. En ce qui concerne le développement de la Chine, des pays qui se développent, dont le niveau de vie augmente, je crois, je vais manifester peut-être mon seul véritable désaccord avec Manuel Valls, et qui n'est pas vraiment un désaccord avec lui, mais avec l'idéologie dominante telle qu'elle s'est exprimée. C'est-à-dire qu'il a parlé comme si le développement de la Chine, de la Thaïlande, et j'en oublie, était fondamentalement l'effet du libre-échange. Ça a été dit pratiquement. Et de l'ouverture internationale. Le libre-échange permet certaines choses, bien entendu. Mais la vérité de ces pays, le développement de ces pays, c'est bien autre chose. Je travaille là-dessus depuis des années. Je veux dire, le taux d'alphabétisation de ces pays a commencé à augmenter ou est arrivé à maturité je veux dire, dans les années 80. Il était inévitable qu'une gestion économique qui cesse d'être stalinienne produise du développement ou permette un développement économique. Je suis démographe, je veux dire, la fécondité a baissé. Donc, tous ces pays se modernisent et se transforment, mais tout à fait indépendamment de la question du libre-échange. Ce sont quand même des économies d'exportation, si on ne les laissait pas... Non, justement, je termine. L'Inde, quand vous regardez le taux de croissance de l'Inde, l'Inde a eu des taux de croissance misérables jusqu'aux années 90 ou jusqu'aux années 80, et puis les taux de croissance se sont mis à augmenter en Inde avant toute ouverture aux échanges. Et la réalité actuelle, c'est que l'économie chinoise est très dynamique, mais extraordinairement déséquilibrée. Des menaces épouvantables pèsent sur la Chine parce que la contraction de la demande mondiale peut mettre la Chine à terre et la population chinoise en grande difficulté. Et c'est que compte tenu de l'évolution des paramètres, je dirais, culturels, éducatifs et démographiques, on pourrait certainement concevoir une croissance chinoise beaucoup plus équilibré que ce modèle dément, complètement stalinien, avec des taux d'investissement de 40%, c'est le grand dépôt de Staline, je veux dire des taux d'ouverture ou d'exportation de 30 ou 40%, l'économie chinoise est une économie folle, extrêmement dangereuse. Donc c'est sûr, on ne peut pas penser que la mondialisation, ça existe. En 2030, tout le monde saura lire et écrire sur la planète. C'est vrai qu'il y a des mouvements, des retrouvailles, des mouvements migratoires.
on vit une période tout à fait extraordinaire je dirais, de retrouvailles et dans l'histoire de l'humanité et une époque de progrès tout à fait extraordinaire. Mais attribuer ce qui se passe au libre-échange, c'est un rétrécissement économiste d'un genre particulier tout à fait étonnant. Je rebondis une seconde. Non, la gauche, elle doit dire les choses comme elle les sent. Et moi, je n'ai pas de problème avec les formes de langage. Je me méfie, mais je ne vous vise pas seulement, de ce qui consiste toujours à chercher à travers une personnalité, à la tête d'une organisation internationale, comme celui ou celle qui est au cœur de tous les problèmes. Je me méfie de cette réduction. Vous parliez de réduction sur le libre-échangisme. Je trouve que c'est une forme de réduction. Enfin, peu importe, je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Mais j'essaie de respecter parce que je pense que le fonctionnement de ces institutions est au cœur. Le problème de l'OMC n'est pas au cœur d'un sujet que nous avons traité jusqu'à maintenant seulement. Il est sur la question agricole, en grande partie. Pas seulement, mais en grande partie, qui concerne les pays du Sud. Je suis assez d'accord sur le deuxième point, et notamment sur la Chine, parce que les déséquilibres politiques, environnementaux, qui sont dramatiques, et sociaux, font que les dirigeants de ces pays, politiques ou économiques, qui se confondent parfois, ont, et on l'oublie très souvent de la part des Chinois, une forme de peur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'est pas un grand pays qui est en conquête seulement, c'est un pays qui est davantage en protection de ces équilibres ou de ces déséquilibres, plutôt, si j'utilise le bon mot. Mais à reste, l'Inde est un pays qui a déjà mené, qui a une économie bâtie sur un État, sur toute une série de plans et d'avancées qui font la saveur de ce grand pays depuis 40 ou 50 ans. Mais il y a l'émergence d'autres pays. On parlait de la Thaïlande, on a parlé de l'Indonésie, de l'Arabie Saoudite, qui sont des acteurs, du Nigeria, qui sont des acteurs essentiels aujourd'hui dans la gouvernance mondiale. Et ces pays, je ne sais pas s'ils profitent du libre-échangisme ou pas, mais en tout cas, dans la globalisation économique, ils sont aujourd'hui des acteurs essentiels. Et on doit évidemment les intégrer dans notre réflexion. Je crois qu'il est temps d'ouvrir un petit peu les questions nationales. Juste un mot quand même, on parle de la gauche aussi, on parle du Parti Socialiste. On a un socialiste français à la tête du FMI, un socialiste français à la tête de l'OMC, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être d'un côté dans la critique et la réforme d'un système international qui mène le monde populaire français à la pauvreté et aller coller des... Non mais, c'est un vrai problème qui dépasse les personnes. Oui, je n'en veux pas, je m'en fous, je ne les connais pas. Oui, non, c'est pas. Mais eux, ils vous connaissent, mais c'est déjà ça. Mais on peut continuer. Oui, mais c'est facile parce qu'on peut continuer. On a les socialistes espagnols aussi qui gouvernent, et demain on peut gouverner. Et c'est pas parce qu'on tient le discours de ce soir qu'on va régler d'un claquement de doigts le problème. Et moi, je préfère avoir, encore une fois, des socialistes ou des sociodémocrates à la tête des grandes institutions qui cherchent, parce que vous-même vous nous disiez tout à l'heure, il faut que la gauche soit dure, comprenne que face à elle, elle a des gens qui ne négligent rien. Mais on est dans un monde où les rapports de force existent. Et les rapports de force, on ne les organise pas uniquement à travers des effets de tribune, c'est aussi en utilisant les instruments internationaux. Ça vaut pour Pascal Lamy, comme de pour faire des politiques de droit dans les grandes institutions internationales, il y a des gens très compétents qui sont pas de droite. Non, oui, mais ça c'est facile. Et ça c'est facile. Et restons alors sur les sujets qu'on évoque, parce que c'est pour ça que vous ne serez pas président de la République. Vous voyez qu'il retrouve la concurrence. Mais vous n'avez pas compris que c'est le débat ce soir, du deuxième tour. On va passer aux questions, mais... On va passer aux questions, mais cela étant, Pascal Lamy a aussi réorienté la politique de l'OMC. Le cycle du développement, c'est pas pareil sous Pascal Lamy que sous son prédécesseur. C'est pas la même chose.